Bon, on va voir. Rebonjour, vous m'entendez bien? Ok. Donc on va réattaquer l'après-midi avec ce coup-ci donc des modèles de texte. Donc Julia et moi on va se partager un petit peu le temps de parole. Globalement Julia va vous faire la partie technique, moi je vais faire 2-3 illustrations un petit peu autour, vous montrer un petit peu de quel genre de modèle on parle, un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Donc, on va focus sur un modèle en particulier qui s'appelle Llama 2 aujourd'hui, donc qui est un modèle assez récent. C'est quand? Ça a 2 ans maintenant, quoi? 2023. 23, un an. Et donc, tout ce qu'on va vous présenter là, globalement, peut être transposé à d'autres types de modèles de langage pour les grandes parties. Il y a quand même quelques adaptations qui se font sur les modèles récents. Mais c'est assez en lien avec ce qui vous a été présenté ce matin. Vous allez retrouver un peu les mêmes architectures d'attention, de mécanismes d'attention, de transformers et tout derrière, la même notion de masking aussi pour apprendre avec ces modèles-là, etc. Alors, donc de quoi on va parler? Donc déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est vous faire une petite présentation, donc un ou deux exemples de cas où il y a des LLM qui sont intégrés. LLM, donc pour Large Language Model, donc en gros, on va parler de texte. Ensuite, Julia va prendre le relais, elle va vous expliquer comment ça marche en interne, et ensuite, on va regarder un petit peu comment est-ce que vous, dans vos projets, vous pouvez intégrer des LLM pour faire des trucs. Donc, on a focusé sur deux cas d'application. Un qui est ce qu'on appelle le RAG, qui en gros va consister à aller récupérer de l'information dans des documents. Donc, typiquement, quand vous allez entraîner des modèles de langage, une fois que l'entraînement est fait, le modèle il a appris un certain nombre de trucs, mais vous n'allez pas forcément pouvoir le questionner sur des cas d'application extrêmement spécifiques. Donc on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça, réinjecter un nouveau contenu dans un modèle préentraîné pour aller faire des choses avec et de la récupération d'informations dans ces modèles-là. Et le deuxième truc qu'on va faire, c'est le cas un peu plus classique, c'est du fine-tuning. Donc en gros, on va prendre un jeu de données qui est pareil, n'est pas vu par le modèle, et on va adapter un petit peu le modèle pour qu'il apprenne très légèrement avec ce jeu de données pour se spécialiser un peu plus avec ces données-là. Voilà. Alors, pour commencer, donc déjà un LLM, à quoi ça sert? Je pense que c'est à peu près la question la plus stupide que je vais répondre aujourd'hui. Vous connaissez à peu près tous ChatGPT, j'imagine? Ouais. Ok. Donc je vais quand même faire une démo de ChatGPT parce que sinon c'est pas drôle. Au cas où il y ait une personne dans la salle qui sache pas ce que c'est. L'idée c'est que ça va être des modèles qui vont manipuler du texte avec qui on va interagir de manière générale. Donc soit via des agents conversationnels, où on va pouvoir poser des questions au modèle, le modèle va nous répondre, il va petit à petit enrichir son contexte avec les informations qu'on va lui donner, et va nous donner généralement des réponses qui sont de plus en plus adaptées. Ça peut être aussi pour de la génération de texte, donc on va notamment faire une petite passe sur GitHub Copilot pour regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut générer du code avec ce genre de modèle. Et ça peut être utilisé pour de la traduction de langage, ça peut être utilisé pour le code, j'en ai déjà parlé, donc c'est basé sur de la génération de texte. Et ça peut être ça peut être utile pour d'autres trucs, notamment si on veut travailler sur du multimodal. Donc ça, c'est le focus des deux présentations qu'il va y avoir après, où on va avoir d'un côté du texte plus de la vision avec Clip, et un autre cas où ça va être du texte plus de l'audio avec Clap. Et je vais vous parler d'ImageBind ou pas, j'ai oublié. Un petit peu, t'en parles? Ok, donc je vais pas focus trop dessus, mais bon, c'est des cas un peu plus génériques. On va avoir plein de modalités qui vont se mettre dans un même environnement. Donc, avant de passer sur l'aspect technique, petite démo. On va commencer par un ChatGPT rapide. Donc ça, normalement, vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, on va faire une petite démo vite fait. Donc, pas trop lentement, parce que sinon, ça va être du temps perdu. Donc, je sais pas, écris-moi un poème sur Vincent Grippon. Et voilà, donc ChatGPT est en train de nous écrire un magnifique poème sur Vincent. Je propose que tu le copies-colles à la fin dans le chat, une fois qu'on aura fini la présentation, pour que tout le monde ait le loisir de profiter de tout ce que Vincent nous a raconté aujourd'hui. Bref, donc en gros, on va regarder un petit peu après en détail comment ça marche. Donc là, vous voyez, le texte est apparu petit à petit. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, en fait, il a recréé des mots les plus probables par rapport à mon prompt initial et à un contexte qui va s'enrichir petit à petit avec ce qu'il a fait. Donc Julia vous expliquera un peu plus en détail comment ça marche. Donc ça, c'est marrant. Ça permet de dégrossir beaucoup de boulot pour pas mal de gens. Donc vous avez sûrement vu plein d'étudiants utiliser ChatGPT en cours, aller essayer de répondre un petit peu aux questions des différents examens avec ce genre de trucs.
Vous avez sûrement déjà vu des profs aussi qui s'amusent à générer des questionnaires pour les étudiants avec ce genre d'outils. Donc ça a aussi pas mal d'applications, que ce soit en enseignement, que ce soit en recherche, que ce soit dans pas mal de domaines. Deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est Copilot. Copilot, c'est peut-être un peu moins connu, même si ça commence à l'être quand même beaucoup. L'idée, c'est qu'il y a moyen d'avoir des outils comme ça qui ont été entraînés sur des données un peu plus spécifiques. Donc, ce que je vous ai montré avec ChatGPT, c'est des données assez génériques, c'est des données grand public qui ont servi à entraîner le modèle. Donc, vous allez avoir des textes de poèmes, vous allez avoir des textes qui sont des codes, du Wikipédia, plein de trucs. GitHub Copilot, globalement, c'est un modèle de transformer qui a été entraîné sur des données issues de GitHub, donc une base de données de code assez gigantesque. Et donc, vous avez un modèle qui est beaucoup plus adapté, finalement, à la génération de code qu'à la génération d'un texte spécifique. Il y a quelques intérêts, notamment des intégrations dans certains IDE. Là, j'ai pris VS Code, mais il y a aussi Vim, par exemple, qui intègre ce genre de trucs pour les gens un peu plus old school. Et donc, vous pouvez soit avoir une version de chat qui fait à peu près la même chose que ChatGPT, mais qui va en plus conditionner vos prompts petit à petit que vous allez utiliser la chose, soit l'utiliser directement, par exemple, pour générer du code. Donc là, on va faire un exemple tout bête, mais par exemple, une fonction très connue, genre Fibonacci. J'écris juste def Fibonacci, je fais tab, et puis voilà, j'ai le code de ma Fibonacci qui est déjà rempli. Parce que c'est un code que des gens ont fait 1 milliard de fois, et du coup, il n'y a pas lieu de réinventer la roue, quoi. Le truc, il est là. Après, je dirais, bon, tiens, j'aimerais bien quand même faire la documentation de mon truc. Donc, tiens, ça renvoie le n nombre de la suite de Fibonacci. Tiens, c'est quoi les inputs? Allez, on va mettre les inputs, on va mettre les outputs aussi, tant qu'à faire. Donc voilà, donc là, je viens de faire la doc, et puis comme j'ai envie de tester ma fonction, je vais dire create few tests. Allez, hop, et je fais rentrer, et puis normalement, il devrait... hop. Il est en train de mouliner un petit peu parce qu'il est en train de calculer quelques tests. Hop, et puis voilà, après on peut tester la fonction comme ça, vérifier à la main que les tests sont pas complètement cons, et puis normalement ça devrait le faire, quoi. Donc voilà, donc il y a quand même des limites, hein. Vous voyez clairement le dernier test 45 il l'a pas rempli, et puis bon il n'y a pas vraiment lieu de tester non plus l'intégralité de ces trucs là, donc en termes de couverture de code c'est pas forcément ouf. Mais sur un cas simple comme ça, on a un outil qui est extrêmement puissant, qui fait gagner énormément de temps. Et ça marche aussi sur des cas un peu plus compliqués, donc typiquement ce qu'on a pu voir avec des transformers. On pourrait imaginer demander à ce genre d'outil, tiens, crée-moi un réseau de neurones qui correspond à tel modèle, et puis charge-moi la version pre-train de dépôt de ce modèle-là, et puis comme ça on gagne un peu de temps aussi sur les trucs. Donc voilà, c'était la petite démo des outils de langage en général. Maintenant on va passer un peu plus sur l'aspect technique, et on va revenir un petit peu sur les codes qu'on va vous fournir aussi sur le GitHub en fait, de la journée à la fin. Le bidule, si j'arrive à me sortir dessus. Merci. Merci Bastien. Ici. Voilà, donc bonjour à tous. On va voir un petit peu, comme Bastien l'évoquait, comment des modèles de langage marchent dans cette première partie. Donc, est-ce que vous m'entendez bien en distanciel? OK, parfait. Et donc, j'ai mis ici l'image de Berthe, du papier de Berthe, parce que, comme Vincent l'a évoqué, Bastien aussi, ça a été un petit peu la contribution, le papier précurseur des langages, des modèles de langage de fondation. Donc, pas mal de choses se basent là-dessus. Donc, on va voir les ingrédients basiques d'un modèle de langage avec des exemples de Berthe, et après on va voir un peu plus en détail comment YAML marche, et aussi des solutions un peu plus récentes introduites notamment dans des modèles de langage très récents comme Mixtral. OK, alors de quoi on a besoin pour pouvoir utiliser, pour que en fait, notre modèle de langage puisse utiliser le texte, puisse le manipuler? On a besoin de faire de l'embedding, donc de transformer l'information textuelle dans des vecteurs de chiffres. Et avant ça, par contre, on a besoin de le tokeniser, comme on dit, le jetoniser, je ne sais pas si c'est correct, mais en tout cas de le séparer en token, donc en unité d'information.
Et donc, pour faire ça, on a différentes possibilités. On a des tokenizers très simples qui se basent, par exemple, sur la tokenisation en mots. Donc, ici, il y a un exemple, le texte « This is about tokenization ». Donc, il a tout simplement divisé la phrase en mots et le point d'exclamation. Mais ce type de tokenizer, en fait, génère le problème de donner des tailles de dictionnaire très, très grandes, parce que sur un corpus de texte très large, comme ça peut l'être les données d'entraînement de ce type de modèle, en fait, il n'y a pas vraiment de limite aux mots. Donc, on a des tailles d'embedding trop larges qui peuvent générer après des soucis de mémoire ou de ressources de calcul. Donc, on utilise plutôt des approches basées sur la subword tokenization. Donc, le principe est très simple. Les mots qui sont plus fréquents, ils sont gardés tels quels, et les mots un peu plus rares, ils sont tokenisés. Donc, notamment, ce qui est utilisé dans YAMA, c'est un algorithme qui s'appelle Byte Pair Encoding. Et en fait, il s'agit d'abord de faire une pré-tokenisation, notamment en utilisant des tokenizers très simples. Après, une fois qu'on a les mots les plus fréquents dans le corpus des données, on peut isoler les caractères et commencer à prendre des merging rules ou des règles de fusion pour en fait créer des premiers tokens parmi les plus fréquents et après, de façon itérative, assembler ces symboles fréquents pour arriver à des mots. Mais l'intérêt de ce type d'algorithme, c'est qu'on peut arrêter la création de fusion de symboles et donc de mots jusqu'à la taille de dictionnaire souhaitée. Donc, on peut contrôler la taille du dictionnaire et donc la taille de l'embedding, des dimensions des features de nos modèles. Voilà, donc ici vous voyez le même exemple pour l'algorithme BPE utilisé dans YAMA. Donc, tous les mots plus fréquents ils sont laissés tels quels et le mot tokenization, il est séparé de cette façon-là. Il est tokenisé de cette façon-là. On voit aussi des tokens spéciaux. On le voit aussi dans la même tokenisation pour utiliser dans BERT. Donc, il a le token CLS qu'on a déjà vu, un token de fin de phrase. Et voilà. OK, donc on a séparé ces mots en vecteurs unitaires et maintenant, il s'agit de les transformer, de les embedder dans des vecteurs de chiffres qui quand même synthétisent leur information sémantique, de telle façon que le modèle puisse les manipuler et les comparer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans les transformers qui est en fait assez spécifique, assez puissant par rapport à d'autres types d'embedding qu'on a pu voir dans les algos de traitement de texte avant transformer. C'est le fait que, comme Vincent l'a très bien expliqué ce matin, avec la self-attention, en fait, on peut exprimer l'information d'un token par rapport à son contexte, par rapport aux mots, aux tokens qui sont adjacents, ils sont dans le même input, dans la même phrase d'input. Et donc, ce n'était pas le cas avant, parce que chaque mot du vocabulaire avait un embedding fixe. Donc, cette caractéristique est très, très puissante et permet justement au modèle de langage d'apprendre l'information contextuelle de façon très efficace. Donc, ici, j'ai mis un petit exemple que vous pouvez retrouver aussi dans le contenu qu'on a partagé. Donc, il y a ce notebook, Jupyter Notebook, que vous pouvez ouvrir aussi en Google Colab pour vous amuser avec le text embedding. Mais pour simplicité et rapidité, je vous mets les résultats ici. Donc, le texte, c'est The IMT director and the professors are happy about the first year teaching reform. Donc, ici, on va l'embedder avec un modèle BERT pré-entraîné, évidemment. On va le tokeniser
et faire l'embedding. Si on regarde un petit peu la dimension de cet embedding, donc le last hidden state, le latent space, comme on l'a aussi appelé, on voit qu'il s'agit de 18 tokens. Donc cette phrase a été séparée en 18 tokens et chaque token a une dimension de 768 en vecteur. Chaque token est associé à un vecteur de cette dimension-là. Ici, je vais regarder pour comment en fait l'embedding a été fait. Donc, je regarde, je vais chercher la position du mot professeur, celle de teaching et celle de happy, et je regarde la cosine similarity entre les vecteurs d'embedding, notamment je regarde la similarité entre professors et teaching, et à 0,65, ok, donc on voit que le modèle BERT a bien encodé une information sémantique dans son embedding, parce que professors et happy, la similarité n'est pas si haute, 0,36. Après, dans cet deuxième exemple, je voulais vous montrer comment en fait cet embedding peut changer suivant le contexte. Donc la deuxième phrase, c'est « The angry and unhappy professors ». Et si je vais chercher l'embedding du deuxième professors et je calcule la cosine similarité entre les deux, je vois que ce n'est pas du tout le même embedding et que la similarité, au lieu d'être 1, est 0,4. Juste parce que le contexte du mot professeur a beaucoup changé entre la première et la deuxième phrase. La première phrase, je vous rappelle, c'était « The IMT directors and professors are happy about the first year teaching reform ». OK, donc on a vu comment pré-traiter le texte pour qu'il puisse être manipulé par un modèle de langage. Maintenant, on voit comment entraîner de façon efficace un modèle de langage ou pré-entraîner. Donc, on l'a vu, on utilise des paradigmes de self-supervised learning, où en fait, on a une série de tâches prétextes qui permet d'exploiter des larges bases de données pas annotées, parce qu'on n'a pas besoin d'annotation. Et donc, on l'a très bien expliqué. En gros, il s'agit, une des deux tâches utilisées dans BERT, c'est de masquer des tokens. Donc, on a déjà vu, il s'agit de prédire le token qui manque. Et, il y a aussi next sentence or token prediction. Donc, on donne typiquement les paires d'exemples sont deux bouts de phrases A et B ou deux tokens. Et dans la moitié des cas, le token qui suit est effectivement le token qui aurait suivi dans la phrase. Donc, le label, le prétexte label, c'est is next. Et dans le deuxième, dans les 50% des cas, ce n'est pas du tout la phrase qui a suivi. Et donc, le label, c'est not next. Et le jeu, c'est de prédire la suite de la phrase ou la suite du texte, de façon plus générique. Donc, cette transparence, c'est juste pour souligner que si avant, dans le traitement du texte, l'entraînement autosupervisé, c'était une façon de le faire, là, c'est devenu vraiment la norme. Donc, tous les modèles de langage actuels ou de fondation se basent sur ces paradigmes d'apprentissage autosupervisé parce que, comme le disait Vincent ce matin, c'est une façon d'apprendre des caractéristiques très génériques du texte sur un espace beaucoup plus large, que ça pourrait être un modèle d'entraînement supervisé, où on a des labels définis. Et surtout parce que ça permet d'exploiter des larges bases de données Internet Scale. Voilà, donc vous avez déjà vu cette image. Voilà, c'était pour dire qu'il y a énormément de modèles de langage proposés. La couleur identifie l'acteur qui a proposé le langage, donc on voit qu'il y a très peu d'acteurs en jeu. Meta, OpenAI, Google. Et on voit que la taille peut énormément varier. Ici, j'ai sélectionné quelques modèles pour regarder un petit peu les caractéristiques principales des modèles. Donc, il y a la taille de données sur lesquelles ils ont été entraînés, qui a énormément évolué.
la taille de ce modèle, donc le nombre de paramètres. Ça, c'est le release. Donc, on voit que c'est des développements très récents. BERT a été proposé en 2018 et la majorité des modèles de langage actuels, GPT, Llama, Mixtral, en 2023. On voit qu'il y a des modèles open source et des modèles qui ne sont pas accessibles. Donc ici, aujourd'hui, on a décidé d'utiliser Llama parce que c'est un modèle qui marche bien, a été released dans des tailles différentes, dont certaines raisonnables qu'on peut utiliser. Et aussi parce qu'on peut s'amuser avec, c'est open access, donc on a accès au code source et plein d'autres outils pour pouvoir l'adapter. Donc, comment ça marche Llama 1? C'était la première version de Llama qui était, je ne sais pas comment dire release en français, qui était déployée, très bien, en février 2023. Donc, entraîné en self-supervised learning to predict masked tokens, ça on l'a très bien compris. Sur quelles données? Donc, plusieurs terras de données. On retrouve des datasets connus, Wikipédia, GitHub, Archive, Common Crawl. Ces datasets ont été tokenisés pour constituer un corpus de 1,4 Tera de tokens. Chaque token est prénormalisé pour éviter l'explosion de valeurs trop basses. C'est des mécanismes qu'on a déjà vus en jeu avec Dino, avec la présentation plus générique de Vincent ce matin. Après, il s'agit d'utiliser une architecture transformer qui est le classique pour ces modèles de langage, pour ces LLM. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Une étape de supervised fine-tuning on instruction data. Donc, après avoir entraîné ce modèle, donc, ils ont montré, les chercheurs de Meta, que quelques étapes d'entraînement supervisées avec un dataset de prompt et de réponse pouvaient améliorer considérablement les performances dans des différentes tâches de langage. Donc, entraîner avec un faible pas d'entraînement et sur quelques époques, sur des données de qualité et de façon supervisée. Et en plus, des techniques, un petit peu comme on a vu avec Dino V2, donc des techniques d'implémentation efficace du modèle pour rendre l'entraînement stable et accélérer l'entraînement. Donc, notamment des astuces pour partager certains poids, des astuces pour éviter de stocker en mémoire les poids des tokens masqués et en général des techniques pour augmenter le parallélisme. Qu'est-ce que change dans Llama 2? Llama 2 a été mis à disposition de la communauté quelques mois après de Llama 1 et en fait il s'agit d'une série de modèles de différentes tailles et aussi d'une Llama 2 chat, donc un petit peu comme ChatGPT, la même différence qu'il y a entre GPT qui est le modèle et l'agent conversationnel ChatGPT. Donc, comme on l'a vu avec Dino V2, un effort d'élargir la base de données et surtout d'améliorer sa qualité, des données de qualité équilibrées. Donc, un effort a été mis en place du côté des training data. Il peut gérer le double de la longueur de l'input qui est Llama 1, donc notamment le prompt que vous pouvez écrire en input en modèle de langage. Il a été donc entraîné sur 2 Tera de tokens, et ça, c'est les détails concernant le learning rate. En plus, dans le design de Llama 2 Chat, toute une série de techniques de fine-tuning
qui ont suivi le pre-training, l'entraînement de base du modèle a été essentiel et beaucoup de travail a été mis dedans, beaucoup de ressources, parce que en fait, le risque qu'on peut avoir quand on entraîne ces larges, ces modèles très gros sur des bases de données énormes, c'est qu'on arrive très peu à contrôler leur comportement, donc le type de sortie qu'ils peuvent nous rendre. Donc, quand il s'agit de faire un agent conversationnel, une des priorités des labos de recherche, c'est de contrôler le type de réponse, surtout du point de vue de la safety, de l'éthique et de la usefulness, donc donner des réponses qui sont utiles à l'utilisateur. Donc, dans ce petit schéma, on voit toutes les étapes qui ont suivi cette première phase de pré-entraînement. Donc, un supervised fine-tuning, ici à l'étape 1, sur des données prompt-réponse, donc sur des données supervisées ou labellisées. Et après, à l'étape 2, ce qu'on appelle un reinforcement learning with human feedback. Donc, en gros, les réponses des premières versions de YamaChat ont été évaluées par des experts humains qui notamment ont donné un score de helpfulness and safety à chaque réponse évaluée. Et sur la base de ces scores, des modèles des reward models de safety and helpfulness ont été fités, ont été estimés. Et donc, il y a eu toute une étape de fine-tuning pour lesquelles les réponses en fait, du modèle ont été entraînées à être les plus proches possibles des sorties de ces modèles de récompense avec du reinforcement learning. Donc, en gros, les têtes de classification du modèle de langage ont été remplacées par des têtes avec un output scalaire de helpfulness and safety, et le modèle entraîné à matcher les scores correspondants qui s'alignaient bien avec les feedbacks humains. Donc, ce type de technique, ça s'appelle Proximal Policy Optimization, PPO. Donc ici, c'est une boucle, c'est une procédure itérative, donc on l'a fait plusieurs fois sur des versions améliorées de Yama 2 Chat. Donc c'est quelque chose d'assez élaboré. Autre ingrédient, safety context distillation and red teaming, c'est encore des astuces pour augmenter le niveau éthique, on va dire, des réponses de Yama de chat. Donc, normalement, safety context distillation, en gros, on a fine-tuned encore le modèle en ajoutant au prompt « You are a safe and responsible assistant, you are a safe and responsible assistant » pour qu'il intègre ce prompt dans les poids du modèle. Et aussi, encore, un team d'experts ont fait du red teaming pour améliorer la qualité des réponses. Aussi, un autre ingrédient, la ghost attention. Ça, c'est pour éviter que le modèle ou la chat, quand on lui dit always answer with the emoticons or always answer as a poet of the 18th century, pour faire de façon qu'il se rappelle de se comporter d'une certaine façon. Et donc, aussi, il prévoit, ici, avant Ghost Attention Fine-Tuning, le modèle oublie de répondre avec des émoticônes, et après ce Ghost Attention Fine-Tuning, il répond toujours avec des émoticônes. Donc, c'est pour ajouter ce type de comportement au modèle. Voilà, donc ici, qu'est-ce que c'était ici? Ah, c'était la comparaison avec d'autres modèles, ChatGPT, Palm, Falcon, Vicuna,
d'autres modèles de langage, en termes d'utilité et éthique des réponses. Et voilà, donc ça montre que Llama, par exemple, la première ligne, c'est avec ChatGPT, Llama 2 a des performances meilleures, voire égales à ChatGPT. Voilà. OK. J'ai encore un petit peu de temps. Oui, donc ça c'est un slide, une transparence qui va résumer quelques autres techniques plus récentes employées dans des langages de modèles plus récents. Donc on a une façon de faire ce que j'ai expliqué pour faire du fine-tuning aligné sur des préférences humaines de façon un peu plus efficace. Ça s'appelle DPO, Direct Policy Optimization. Donc, au lieu de faire des boucles de reinforcement learning, il s'agit d'optimiser directement le modèle de langage pour qu'il donne des réponses alignées avec les préférences humaines. Et une autre solution, Mixture of Experts Network, qui est employée dans Mixtral, le modèle de langage de Mistral AI, une start-up française d'intelligence artificielle, qui en fait multiplie pour chaque feed-forward layer, donc le dernier bloc du bloc essentiel du transformer, au lieu de faire juste un bloc linéaire, on choisit avec un routeur deux experts parmi les 8 experts disponibles et on combine les outputs de ces experts. Donc ça, en réalité, ça augmente, ça multiplie par 8, à l'occurrence, le nombre de paramètres, mais le nombre de paramètres actifs pendant l'inférence reste limité, mais c'est une façon d'améliorer les performances des modèles. OK. Voilà. Donc, on a vu comment les ingrédients essentiels d'un modèle de langage et on va voir maintenant comment le customiser, comment ajouter de l'information qui n'était pas là quand il était pré-entraîné ou comment spécialiser son comportement pour une tâche plus spécifique. Donc ici, j'ai mis la petite image Frozen Fire parce que il s'agira de garder la plupart des modèles gelés, la plupart des paramètres du modèle gelé, pas y toucher, pour garder les caractéristiques générales et d'entraîner une petite partie des paramètres du modèle. Et donc, il y a deux types en tout cas, on a décidé de parler de deux types de customisation possibles des modèles de langage. Le premier, c'est Retrieval Augmented Generation, ou RAG. Donc, on peut l'utiliser, notamment quand on veut poser des questions sur des documents récents qui n'étaient pas disponibles quand le modèle a été entraîné. Et surtout, on veut des réponses précises sur un document ou sur un petit corpus de données pour réduire les hallucinations. Donc, c'est quoi l'hallucination? Mais c'est le fait que le modèle de langage, il peut faire un poème sur Vincent, mais rien n'est vrai dans ce poème. Donc, pardon Vincent, il n'y a rien de romantique. Il a halluciné. On voudrait des informations plus pertinentes sur des documents. Donc, comment ça marche? Donc, on a notre modèle Base LLM qui est gelé. Et on a un document, ici en bas, à côté de l'étape 1, un document spécifique. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est évidemment de le charger, de l'embedder et de le stocker en mémoire. Et après, une fois qu'on a l'user fait un prompt ou une query au modèle, en fait, on va rechercher dans les documents embeddés, dans les vecteurs des documents, des extraits qui sont pertinents pour la query. Et quand on doit générer du nouveau texte, en fait,
à la query sera ajoutée cette partie d'informations extraites du nouveau document pour que la query soit contextualisée et les réponses donc pertinentes. On va voir un petit peu dans le tutoriel de quoi il s'agit. En gros, c'est très simple. Il n'y a même pas de fine-tuning, on ne change rien au modèle. C'est juste que dans le prompt, on ajoute des parties du document qui nous intéressent et que l'algorithme a trouvé intéressant par rapport à la query. Et après, il y a le fine-tuning. Donc là, il s'agit de changer une partie, généralement une partie des paramètres du modèle, en l'entraînant de façon très fine sur un corpus de données, notamment spécifique à un domaine. Donc, généralement, on change seulement une partie des paramètres du modèle. Et pour le faire de façon efficace, il y a ce qui est très répandu dans le domaine, donc ce qu'on appelle le parameter efficient fine-tuning. Je crois que Vincent l'avait évoqué. Il s'agit d'ajouter un adapteur, donc un autre morceau de réseau qu'on voit ici en bas à côté du numéro 1. Donc, à côté de la matrice des poids du dernier layer du bloc essentiel du transformer, on a un adapteur qui est simplement une décomposition de la matrice de faible rang. Et pendant l'entraînement, de quelques époques d'entraînement de fine-tuning sur les données spécifiques, on va changer seulement, on va update, on va mettre à jour seulement les modèles de cet adapteur. Pour spécialiser seulement cette nouvelle partie de paramètres et pas toucher aux paramètres des modèles gelés. Il y a aussi une façon encore plus efficace de faire du parameter efficient fine-tuning, ça s'appelle le QLoRa, et donc il s'agit de quantiser les modèles, les paramètres du modèle pré-entraîné et de faire même de la double quantisation, donc de quantiser les niveaux pendant le fine-tuning et après de retourner à la précision originale pour l'inférence. Voilà, donc je termine cette partie de présentation avec un petit résumé de quand c'est utile de faire du RAG et quand c'est utile de faire du fine-tuning. Donc il ne faut pas oublier que du fine-tuning demande un peu plus de ressources et surtout dans le corpus de données, on le fait quand on veut spécialiser notre modèle pour une tâche. Par exemple, il y a eu par exemple fine-tuner sur des données de référents médicaux pour que notre modèle puisse nous donner des réponses pertinentes et pas halluciner. Donc on le fait quand on a un dataset et on veut customiser le comportement du modèle. Au contraire, on fait du Retrieval Augmented Generation quand on veut minimiser les hallucinations, quand on a des données qui changent. Par exemple, aujourd'hui, on veut poser des questions sur un document et demain sur un autre document. Donc, on n'a pas tout un corpus de données. Et on ne veut pas changer le comportement du modèle. OK. Donc, on peut passer au tuto. Donc, je vais faire cette première partie du tuto qui consiste à faire du Retrieval Augmented Generation avec YAMA 2 sur la lettre connectée IMT. Donc, j'ai essayé de le faire sur des documents en français et ça n'a pas trop marché. YAMA 2 n'aime pas trop le français ou tout simplement les autres langues n'avaient pas été entraînées, le modèle n'a pas été entraîné sur beaucoup de données de langue étrangère, donc il performe de façon pas optimale en français. Voilà, je vais passer. Ça, c'était Vincent, et ça, c'était Bastien, et ça, c'est moi. Donc, c'est un peu trop gros. Est-ce que j'arrive à réduire? J'arrive pas.
Eh ben, eh oui, c'est ça que j'essaie de faire. Ça ne répond pas. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette petite démo? Ben, on va voir comment Yama peut tourner en local, donc sur votre machine idéalement. On va utiliser la librairie LangChain pour demander des questions générales sur un document PDF que le modèle n'a jamais vu, en l'occurrence la lettre connectée IMT de décembre en anglais. Et voilà, donc ici, il y a les installations nécessaires des librairies. On load les librairies essentielles. Et ici, en fait, on va charger le modèle. Et c'est un modèle quantized à 4 bits. C'est le modèle original Yama de 13 millions de paramètres. Donc, on va le charger. Ça va nous donner quelques infos concernant le modèle. Donc, il s'agit de Yama 2. Il peut gérer une longueur d'input de 4000 tokens. L'embedding, la taille de l'embedding, c'est 5000 à peu près. Voilà, quelques informations générales. Ça, c'est les caractères spéciaux, les tokens spéciaux qu'on a déjà vus dans l'exemple précédent. Voilà. OK, on lui pose une question. Qui a écrit le book, who wrote the book Germinal? Germinal is a novel written by Émile Zola, first published in 1985, blah, blah. It is considered one of the Zola's most important works and is seen as a classic of French literature. OK, là, il va prendre un petit peu de temps pour terminer. Il y a aussi des façons plus simples de gérer les prompts. Là, on va faire vraiment avec questions et réponses. OK, j'ai oublié de vous dire que le modèle, en fait, ici, je l'ai téléchargé. Donc, c'est 7 gigas et vous pouvez le télécharger et le manipuler, l'utiliser comme vous souhaitez. Aussi, j'ai mis le lien dans le tuto. Voilà. Maintenant, on lui pose une question sur ce modèle pré-entraîné. Which new departments have been created at IMT? Donc, on va voir un petit peu comment le modèle hallucine. En fait, il ne connaît pas IMT, peut-être, il ne connaît pas le new département. Il crée du texte très, très plausible, très réalistique, mais ce n'est pas la vérité. EMT has created several new departments in recent years, including Department of Artificial Intelligence and Machine Learning. This department was established in 2020 to focus on research and education in AI and machine learning, with a particular emphasis on their application, blah, blah, blah. Department of Data Science and Engineering. Ah, ça, c'est pas... Voilà, comme quoi on est prévisible. Mais ça s'appelle DSE. This department was created in 2019 to address the growing need for data-driven decision-making and to provide interdisciplinary education and research opportunities in data science and engineering. OK. Donc là, il continue. Department of Cybersecurity, Cyber. OK. Et là, il va faire une petite liste de départements. Voilà, donc il va compléter son blabla. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut en fait corriger ce comportement pour poser des questions plus pertinentes en lui donnant la lettre connectée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On load une library qui s'appelle PyPDF Loader. Donc ici, je vais charger la lettre connectée. Je ne sais pas si une fois qu'il aura terminé. Et après, on pourra aussi regarder un petit extrait de ce document. Donc ici, je suis en train de... Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a dans la newsletter 65, director's editorial, general information, organization of the school, creation of 2 departments, blah, 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 results of the student representative elections, and so on. OK, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de embed, de transformer ce texte, de l'indexiser, de le séparer, de créer des vecteurs qui décrit les différents tokens de ce petit document. Donc, on le fait avec LangChain et une différente librairie Hugging Face. Hugging Face, peut-être, certains d'entre vous connaissent, c'est très utilisé pour les gens qui font du langage avec des foundation models. Il y a plein de librairies de modèles de données. On va splitter le texte et l'embedder. Et on va utiliser une autre fonction, Retrieval QA, Retrieval Question Answer, qui va en fait associer le modèle de langage LLM, donc Llama 2 à l'occurrence, avec l'embedding de ce nouveau document. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps. OK, donc ici, je vais lancer déjà ça. Donc, je vous ai un petit peu expliqué déjà le principe, mais pour chaque question, donc ici, on va lui demander which new departments have been created at TMT. Il va chercher dans cette petite base où on a fait l'embedding du PDF, les parties du PDF qui sont en lien avec le prompt, avec la query, et après, il va les ajouter à notre input pour qu'il puisse générer des réponses pertinentes. Donc ici, en train de générer, ça va prendre un petit peu de temps. Bon, on va voir la réponse après, parce qu'ici, je vous avais déjà mis quelques tests. Donc voilà, what's the main message? En fait, pour chaque question, j'ai mis pré et post RAG sur la lettre. Donc, what's the main message of the director editorial? Ici, il part sur la film industry, the Oscar should reflect this diversity, blabla. Après avoir fait du RAG sur la lettre connectée, il identifie le message principal du directeur, School's commitment to diversity and ecological transition, school effort to increase diversity among its staff and students. Il y avait aussi le Ocean Hackathon, donc je vais poser la question avant de faire du RAG. The event is organized by the United Nations Development Program, bla bla. Ici, il identifie qu'il a été à Brest, involved 80-90 participants. OK, il arrive de façon assez pertinente à retrouver les infos dans le document. Et ici, je montre quelques exemples sur, cette fois, je l'avais fait sur l'offre formative des TAF en français, et il n'arrive pas à retrouver bien qu'est-ce que c'est une TAF. Technical and Professional Unit in the MIT Atlantic Institution. It seems to be a curriculum of course outline. Donc, j'ai demandé qu'est-ce que c'était Cook, et il a pas retrouvé de façon pertinente la formation, parce que les auteurs de Llama alertent sur le fait que les performances du modèle dans les autres langages peuvent être pas fiables. Je pense que je prends pas mal de temps, donc je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il a dit. Llama. The 2 new departments are data science and human and social science. Voilà. Donc, il a bien retrouvé la question. Voilà. Je pense que je peux te passer la parole, Bastien, et le micro. Tu vas partager ton écran, donc j'arrête. Oui, j'arrête mon partage. Hop. Partage d'écran, partage d'écran. C'est ici. Partager. Fenêtre, pic. Partager.
Ok. Donc je vais prendre le relais sur la partie fine-tuning de Llama 2. Ce que Julia vous avait présenté jusque-là, c'était quelque chose qui se fait un peu au runtime, donc on n'a pas besoin de reparamétrer le modèle pour faire du RAG. Là, avec du fine-tuning, en gros, ce qu'on va faire, c'est ce que Vincent présentait tout à l'heure, c'est aller refaire quelques étapes finalement d'apprentissage avec quelques données. Et ça permet donc de spécialiser un petit peu comme le RAG sur des données particulières, sauf que là, on le fait une fois pour toutes à l'entraînement, et derrière, il n'y a pas besoin de recharger un document pour pouvoir refaire les choses. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est donc un tuto qu'on a réussi à faire marcher, qu'on a pris à partir sur les tutos de Weights and Biases. Donc vous verrez dans le code qu'on vous fournit, il y a de l'intégration Llama 2, il y a de l'intégration avec Weights and Biases aussi, pour ceux qui ont déjà utilisé ça. Ça permet de monitorer un peu tout ce qui se passe en termes de deep learning. Et donc pour ça, vous aurez besoin du coup du modèle de Llama 2. Donc pour télécharger Llama 2, il faut que vous alliez du coup le récupérer sur le site de Meta via un token unique qui vous est fourni. Donc vous pouvez après le télécharger notamment soit via Hugging Face, soit directement via Llama. Et en gros, vous pouvez le convertir dans un modèle spécial Hugging Face ou spécial Llama avec un script qui vous est fourni. Bref. Donc, moi, ce que je vais faire là, c'est que dans ce tuto que je vais vous montrer, l'idée, c'est qu'on a pris un Llama 2 qui est pré-entraîné. Et donc, on va le fine-tuner avec un petit dataset qui est un extrait de, en gros, Alpaca, qui est un autre, qui permet aussi de faire des LLM. Mais l'idée, c'est qu'on va prendre un Llama 2 chat et on va lui rajouter quelques exemples de prompts, questions-réponses, et on va essayer de le spécialiser sur ces trucs-là. Donc, dans le tuto, c'est un machin qui est assez générique, qui est là. Donc, les prompts sont un peu basiques. On essaie de recontextualiser ça un tout petit peu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble de train de ce fine-tuning et j'ai changé une instruction pour la transformer en retrace-moi l'historique des directeurs d'IMT Atlantique. Et j'ai bidouillé un petit texte à la main, en gros, qui raconte qu'avant la fusion, on avait Paul Friedel et Anne Boval, et puis après, on a Christophe Lerouge et Catherine Elliot. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, le code en lui-même, il ressemble à ça. Donc, ça, c'est le code que vous allez avoir sur le GitHub. Je vais passer donc sur les points importants. Il y a pas mal de... Oups là, c'est pas du tout le bon truc qui s'affiche à l'écran. J'ai partagé une fenêtre, pardon, désolé. On la refait, Internet. Partager mon écran. Pif, pouf, puf. Ok, alors, ça va être un peu mieux. Ok, cool. Et on va zoomer un petit peu. Donc, je vais passer sur les trucs intéressants, spécifiquement intéressants pour ce qu'on a envie de faire là. Si vous voulez prendre ce script et l'adapter pour vous, donc il faudra que vous changiez les passes qui sont au départ pour mettre l'endroit où vous aurez téléchargé le Llama 2. Donc là, c'est juste un petit truc qui est ici. Tout ça, on s'en fout, c'est de la connexion en Weights and Biases. Donc le changement que j'ai fait pour changer la base de données, donc vous verrez, donc là, en gros, là, on a chargé la base de données Alpaca avec laquelle on va fine-tuner le Llama 2. On a un train dataset qui va servir à fine-tuner, puis on a un dataset d'évaluation qui va nous servir à regarder à quoi ressemblent les prompts qui vont être générés par le modèle de base et le modèle fine-tuné. Donc je disais, j'ai changé les prompts. Donc j'ai un prompt de train qui ressemble à ça, où j'ai une instruction qui est retrace-moi l'historique de la direction, etc. Avec un output qui est l'output qui va bien. Et j'ai pareil changé un prompt dans mon évaluation où j'ai rajouté une question qui est liste-moi les directeurs d'IMT Atlantique. Alors, ensuite, il y a tout un tas de machins qui sont liés à du Weights and Biases. Là où ça devient intéressant, c'est la phase d'entraînement. Donc, pour faire ce fine-tuning-là, vous aurez besoin premièrement, de créer des tokenizers pour pouvoir prendre votre texte, le tokeniser et puis ensuite balancer tout ça dans votre modèle. Donc là, il y a AutoTokenizer qui vous fait ça, qui va être généré directement à partir des tokens de Llama qui ont été appris lors de l'entraînement avec le tokenizer de Llama 2. Donc ça va vous générer ces tokens-là, qui sont ce que Julia vous présentait juste avant. Bon, c'est un numéro particulier attribué au token, ce n'est pas le mot qui apparaît tel quel, mais on s'en fiche un peu. C'est un embedding du token. Ensuite, il est parti où mon config? Mon petit config. Voilà. Donc, pour faire le fine-tuning, ce que vous faites ensuite, c'est que vous déterminez une configuration d'entraînement. Donc là, vous précisez le modèle de base que vous allez utiliser pour le fine-tuning, donc le base model pass. Vous précisez, on s'en fout, c'est un nom, vous précisez le learning rate, vous mettez le nombre d'époques, si vous voulez de l'accumulation de gradients, vous en mettez, etc. Donc
Est-ce que vous voulez friser certaines layers aussi? Donc là, par défaut, le modèle est frisé, et ensuite, dans le tuto, ce qu'ils font, c'est qu'ils défrisent quelques layers pour fine-tuner ces layers-là en particulier, histoire qu'il n'y ait pas trop de paramètres à entraîner, mais seulement les quelques paramètres associés aux dernières couches. Et ensuite, vous avez une boucle d'apprentissage qui est le genre de boucle typique que vous allez trouver à chaque fois que vous voulez entraîner n'importe quel type de réseau de neurones. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Vous allez passer votre modèle en mode entraînement, vous allez itérer sur vos époques, vous allez itérer sur votre data loader pour l'ensemble de train qui va vous charger votre ensemble d'entraînement. Et après, vous allez avoir la passe standard où vous mettez vos données dans le modèle, vous récupérez une prédiction, vous calculez la loss dessus, ça va vous donner la prédiction, enfin l'erreur pour ces données en particulier, et vous allez rétro-propager votre loss avec la fonction backward. Et après, tout le reste, c'est du monitoring. Enfin, pardon, c'est pas du monitoring, c'est tous les X trucs, tous les X étapes, parce qu'il y a de l'accumulation de gradients. On va appliquer un cool optimizer qui va donc changer les paramètres du modèle pour que ce soit mieux. Le scheduler, bon, je ne vais peut-être pas expliquer pour tout de suite à quoi ça sert, mais ce n'est pas l'idée. Et après, on recommence, on remet les gradients à 0, et puis on recommence, jusqu'à ce qu'on ait fait nos 3 époques, où on est passé 3 fois sur l'intégralité du dataset. Alors une fois que c'est fait, là normalement vous avez donc un modèle qui est fine-tuné. Vous avez votre modèle de base qui est le Llama 2 standard. Vous avez le modèle fine-tuné, donc en gros qui a été réentraîné avec ces quelques données alpaca plus mon prompt que j'ai mis. Vous voyez là la loss a relativement diminué durant le fine-tuning, donc c'est plutôt bon signe, ça va bien. L'accuracy pareil qui monte, bon, c'est plutôt bon signe. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au modèle de s'évaluer enfin de répondre au prompt avec le modèle de base et avec le modèle fine-tuné. Donc là, je l'ai pas ici tel quel dans le machin, mais je vais vous remettre la présentation, ce sera plus simple. Vous avez copié en amont, ce serait plus facile. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Donc si j'ai mon prompt qui est mis, de base, le modèle d'origine, qui ne connaît pas spécialement IMT Atlantique ni les directeurs, il va me dire que les directeurs d'IMT Atlantique, c'est Jean-Luc Bérubé, Frédéric Bordès, Jean-Pierre Cahagne, Jean-Luc Châtelain, etc. Donc c'est toujours des gens quelque chose bidule. Si vous voulez être directeur de l'IMT un jour, vous savez comment changer de prénom. Bon, il n'y a rien qui va, globalement. Par contre, c'est des vrais gens qui existent pour la plupart. Si vous cherchez un peu sur Internet, il y a des gens qui sortent avec ces noms-là, c'est rigolo. Et après fine-tuning, où j'ai rajouté mon prompt custom, alors c'est toujours pas les bons noms. Par contre, on a un Christophe tout blanc qui apparaît à la place de Christophe le rouge. On a une Catherine qui apparaît, il y a un deuxième Christophe un peu plus haut qui apparaît, donc on voit que c'est déjà mieux, c'est pas non plus la perfection. Donc pour essayer de forcer un peu plus le trait, ce que j'ai fait, c'est que mon prompt qui écrasait la première instruction de train, j'ai écrasé les 100 premières instructions de train avec pour y aller comme un gros bourrin. En pratique, il ne faut pas faire ça. Il faut mieux plutôt avoir des prompts différents qui mettent un vrai contexte et des vraies questions-réponses sur le modèle. Mais en forçant un petit peu le truc comme ça, on arrive à quelque chose qui est un peu plus intéressant, où on a, comme directeur d'IMT Atlantique, Christophe Le Rouge qui apparaît, Catherine Elliot aussi, qui ont des attributions complètement random et hallucinées par le modèle, parce que je n'ai jamais précisé leurs attributions au-delà de CD directeurs. Donc là, tout ce qui est à droite, tout ce qui n'est pas surligné, ça sort de nulle part, c'est le modèle qui l'a halluciné. Voilà, donc à la fin de la présentation, vous retrouverez quelques références un peu génériques sur l'aspect LLM, donc les papiers de Llama 2, de Laura par exemple, et vous retrouverez aussi les ressources, des liens vers les ressources qu'on a utilisées pour le TP, pour le notebook qui vous est fourni aussi sur le GitHub. Voilà, on a à peu près terminé, on va prendre quelques questions du coup. Tu peux remonter si tu veux, Julie. Alors, des questions. Ouais, Mathieu. C'est pour ça en ligne, il vaut peut-être mieux que tu prennes un micro. Ouais. Ouais, merci pour la présentation et tout ce qu'on peut en retenir. Moi, je me pose une question sur la façon aussi d'informer le modèle que ce qu'on peut utiliser est un peu biaisé, pas aussi par le style ou pas, ou si c'est satirique, si c'est majoritairement humoristique. Est-ce que ça prend... Est-ce qu'on peut avoir des modèles et essayer de fine-tuner pour que ça soit capable de gérer ça? En termes de fine-tuning, je ne suis pas sûr. J'imagine que oui. Après, dans l'entraînement de base du modèle, tu as le RLHF là, que Julia a présenté tout à l'heure.
où tu as une interaction avec des humains qui se fait systématiquement. Et donc la manière dont ça a été fait, déjà ça biaise complètement le truc, c'est que tu as des gens qui ont dit ok, ça c'est ok, enfin, on a le droit de dire ça, ça on n'a pas le droit de dire ça, pour citer quelqu'un de l'équipe. Donc ce genre de truc. Et donc potentiellement tu pourrais imaginer avoir un humain qui est juste là pour faire un modèle satirique et qui va dire non c'est pas assez satirique, oui c'est assez satirique, et réintégrer ça finalement dans l'entraînement de ton modèle. Donc, je sais pas si juste un fine-tuning ça suffit à changer le comportement d'un modèle pre-train avec ça ou pas, on n'a pas regardé je crois. En tout cas, tout le développement d'agents conversationnels est basé sur cette deuxième étape de brider le comportement du modèle par reinforcement learning avec des réponses, des feedbacks humains. Donc le modèle ne perd pas ses capacités génériques, mais il est quand même assez aligné sur des feedbacks humains de safety et de réponse éthique. Et utile. Donc j'imagine qu'on peut orienter pas mal le modèle avec ces étapes supplémentaires de supervised learning. Ok, merci. Oui, Anthony. Merci. Merci à vous deux pour la présentation. Je me posais des questions tout à l'heure par rapport à la démonstration sur le RAG avec un document PDF. On a vu que ça prenait pas mal de temps pour calculer une réponse quand même. Est-ce que ça, c'est dû au fait qu'on n'utilise pas un hardware qui est assez puissant ou... C'est ça. En fait, je voulais faire une démo sur une machine normale pour montrer que c'est possible de le faire. C'est un modèle très petit, relativement très petit, de 7 gigas, parce qu'il y a seulement 13 millions de paramètres par rapport aux 70, il est quantisé. Et donc, on peut le faire tourner sur une machine normale, mais évidemment, j'avais estimé sur ma machine, c'était sans RAG 2 minutes pour générer une réponse. Et avec Retrieval, c'était 5-6 minutes. Voilà. Mais sur un GPU, c'est de l'ordre, c'est inférieur à 1 minute. Ok. Et donc, j'imagine, si on a vraiment une machine de guerre ou plusieurs GPU en parallèle, on peut avoir une réponse plus ou moins en temps réel. Oui, oui. Ouais. Ok. Oui. Merci. De rien. Moi, j'avais une question sur le terme technique, c'est le renforcement, ou je ne sais pas comment vous avez dit, là, pour brider les réponses. Donc ça, c'est un travail qui fait intervenir des humains, si j'ai bien compris. Donc, quel temps ça représente pour faire ce genre de choses? Et est-ce qu'il faut recommencer à chaque fois qu'on change de modèle? Je ne sais pas exactement en termes de temps. S'il y a l'info directement sur la FAQ. Je ne sais pas s'il y a ici. En tout cas, si tu ne trouves pas, tu peux mettre ma slide sur ça. Je ne sais pas en termes de temps, qu'est-ce que ça peut-être un mois ou plusieurs mois, ou en fait des versions. On a une première version de Llama 2. Elle génère des réponses. Ces réponses ont été évaluées par des humains. Les sorties utilisées pour fitter des petits modèles qui disent OK, on a ce rating en éthique, on a ce rating, ce score en usefulness. Et après, une nouvelle version du modèle a été entraînée par reinforcement learning. Donc, on entraîne vers un objectif fixe pour reproduire les mêmes scores. Et à nouveau, une version après améliorée a été interrogée, évaluée par des feedbacks humains. Donc c'est une procédure assez longue. Mais après, avec la dernière slide que j'ai montrée avec la DPO, donc on a une façon plus immédiate de directement entraîner le modèle pour qu'il génère des réponses qui sont plus alignées avec le feedback humain. Donc c'était... Voilà, c'était ça, la DPO. Donc, au lieu de faire cette partie en rose ici, où on a besoin de plusieurs cycles d'étiquetage pour estimer un modèle de reward et après pour que notre modèle de langage répond avec des scores qui se rapprochent de ce modèle, avec un truc de changement de variable. En fait, directement, on peut entraîner le modèle à sortir des réponses qui sont plus proches
de la distribution des réponses préférées par les humains. Donc, en fait, je pense qu'il y a pas mal de recherches. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne sais pas mais, précisément vous fournir quel type de recherche, mais il y a pas mal de recherches qui sont faites pour optimiser cette phase de dressage du comportement du modèle après pré-training pour qu'il soit plus efficace. Diana Petrovska de Télécom Sud Paris, j'ai une question un petit peu provocatrice. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est amusant, mais quand j'entends qu'on l'utilise pour des applications médicales, je ne me rends pas compte comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Il y aura toujours besoin de quelqu'un qui valide, c'est comme une aide à la décision, mais j'arrive. Pour le moment, ce que vous nous avez expliqué, il y a toujours besoin de contrôler par l'humain. C'est dur comme question. La réponse logique, c'est oui, tu as raison. La réponse provocatrice, c'est OK, mais si tu demandes à un algo de segmenter une cellule cancéreuse par rapport à un médecin, l'algo, il est meilleur sur les benchmarks. Oui. Donc, j'ai envie de dire que ça dépend des tâches que tu considères. OK. Merci. Ouais. On va arrêter du coup la partie de langage. Merci. Merci.